Les canons retentissaient encore de tous les côtés. Il était 2 heures du matin quand l'envie de partir chez moi me prit. J'écoutais le couple sans rien dire, gardant mon opinion pour moi. Ils avaient discuté de longues heures sans me prendre à aucun moment à témoin. Après tout, j'étais venue chez eux, non pas pour me mêler de leurs histoires, mais pour combattre ma solitude et boire la bière qu'ils m'offraient gracieusement. Ils discutaient tous les deux et en même temps nous écoutions tant bien que mal la voix de la Révolution. Elle diffusait un nouveau message dans lequel la voix qui nous était familière se faisait plus forte et plus déterminée. J'avais peur de retourner chez moi dans cette chambre de toutes les misères où rien ne me pressait de retourner. En réalité, depuis le départ de ma femme, j'y vis seule, avec amertume et sans aucune tranquillité. Peuple combattant de la Révolution, je ne cesserai de te rappeler que tu es victime d'une agression monstrueuse, barbare et sauvage. Nos ennemis ne nous connaissent pas, nous les surprendrons toujours. Ils ne savent pas qu'avec une poignée de nos abeilles guerrières, nous pouvons anéantir toute une armée en un clin d'œil. Je sais que la Révolution se défendra jusqu'au dernier survivant. Sachez qu'elle est globale et multiforme. Le combat continue dans la ville et dans le reste du pays, mais nous vaincrons. Prêts pour la Révolution, vive la Révolution. Au moment où le communiqué passait à la radio, je ne regardais que Paul. La peur était lisible dans ses yeux. Il tremblait de tout son corps et comme un enfant privé d'attention, il se remettait à sangloter à la recherche d'un regard sensible à sa cause. Ma présence aurait dû le gêner, mais il ne pouvait se retenir, il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Après 10 ans de mariage, 10 ans de vie commune, Citan ne l'avait jamais vu dans un tel état. Elle se tourna vers moi et me présenta des excuses avant de s'adresser à lui de nouveau. « Qu'est-ce qui t'arrive encore, Paul ? Penses-tu que tes larmes et les sanglots sont les meilleurs moyens de défense ? J'ai vraiment honte de toi. Tu aurais mieux fait de troquer ton pantalon contre mon pagne, mon pauvre mari. Que c'est ridicule ta phobie devant tout et rien. Citan, tu n'as pas entendu la voix qui nous était familière ? Je suis de plus en plus sûre de la victoire de la Révolution. Qu'allons-nous devenir après ? Ô Seigneur, toi le Tout-Puissant, viens à notre secours. Je connais la Révolution, elle n'a pas de pitié pour ses ennemis. Elle nous écrasera comme des punaises. À ma connaissance, nous n'avons jamais été des ennemis de la Révolution. Mon cher époux, tu es stupide. Pour bien endoctriner les révolutionnaires, Fama leur a fait un lavage de cerveau. Il leur a fait croire que la Révolution est éternelle, globale et multiforme, qu'elle est invincible et est omniprésente. Tout cela n'est que de la propagande, de l'idéologie et de la séduction. N'aie pas peur, n'aie plus peur, je t'en supplie. Après tout, nous ne sommes pas des contre-révolutionnaires et je ne pense d'ailleurs que rien n'est éternel sauf Dieu. Tu ne crois donc pas que la révolution est éternelle ? Je n'en sais rien, je n'ai aucune preuve de tout cela. Après tout, ma religion ne m'a enseigné que l'éternité de mon Dieu. Ma chérie, tu veux me faire plaisir? Je sais que tu as confiance en l'invincibilité et en l'éternité de la révolution, mais tu veux m'éviter un arrêt cardiaque en abondant dans mon sens. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien que la révolution est éternelle. C'est bien possible qu'elle le soit, mais je n'adhère pas à cette théorie d'invincibilité et d'éternité. Les 3 religions monothéistes que je connais, l'islam, le christianisme et le judaïsme, sont toutes unanimes à reconnaître que seul Dieu est unique, éternel, invincible, clément et miséricordieux. Je ne crois qu'à ça. Ce dialogue de sourds continuait entre les époux. Je sentais par moments que chacun voulait avoir mon opinion et comme s'ils s'étaient jurés de ne faire recours à la médiation de personne, ils discutaient sans à aucun moment m'inviter dans le débat. Par moments, ils s'accordaient et à d'autres moments, leur point de vue divergeait totalement. J'avais mon opinion, mais je n'étais pas conviée à prendre part à ce dialogue du couple. Paul ne s'arrêtait de pleurer que pour défendre sa position. Après chaque prise de parole, il pleurait un bon coup, puis religieusement,
Il écoutait son épouse avec sa bière à la main et son mouchoir tout trempé posé sur son genou. Le crépitement se poursuivait, mais de moins en moins rapproché. L'odeur nauséabonde d'objets calcinés qui venaient du centre-ville semblait s'atténuer ou se dissiper par endroits. Soudain, une brusque coupure d'électricité se produisit pour la énième fois. J'ai pensé un moment que la centrale électrique était tombée dans les mains des agresseurs. Cela faisait déjà 2 heures que je n'avais pas entendu la voix qui nous était familière. La ville était de nouveau plongée entièrement dans le noir. Je regrettais de n'avoir jamais sur moi la moindre source de lumière. Un briquet ou une torche à pile aurait été suffisante pour me faciliter le retour chez moi. Avant de partir de chez Paul, j'avais ouvert la fenêtre de son salon et j'avais repris espoir quand là-bas, très loin, j'ai aperçu sur la colline une lueur. Une petite lumière qui semblait provenir du palais de Fama. Elle n'était pas suffisante pour dire qu'il contrôlait la situation, mais assez significative pour dire qu'il était encore en vie. Ce sentiment qu'il était encore au pouvoir me rassurait, mais l'absence d'une véritable lumière sur la colline augmentait ma peur d'une honteuse fin de cette sale guerre. Les populations exposées aux balles des agresseurs depuis des heures entières étaient dans une situation qui devenait insupportable. Ce serait un miracle qu'elles échappent à cette pluie de feu larguée par les agresseurs. Fama était le seul en mesure de faire un pronostic sérieux sur cette guerre, car c'est lui qui avait armé les révolutionnaires. Il devait être à même d'apprécier leur force de frappe. Il me semblait qu'ils se défendaient corps et âme, et d'une façon très remarquable. La ville était encore plongée dans le noir et la coupure générale d'électricité perdurait. Je ne croyais plus à rien, ni au contraire de rien, même pas à la survie de Fama, malgré la petite lueur. Au moment où j'allais me convaincre de la défaite de la Révolution, les ampoules se remirent à briller. L'électricité venait d'être rétablie. Je n'avais jamais vu les ampoules aussi lumineuses que cette nuit-là. Fama était bien aux commandes et la voix qui nous était familière était presque sans équivoque. Elle nous exhortait à nous battre et à nous défendre jusqu'au dernier survivant quand une nouvelle coupure nous replongea dans le noir. Brusquement, l'envie de partir mourir seule dans mon coin me prit. Je ne voulais plus rester avec Paul et son épouse. Je ne supportais pas de finir mes jours de cette façon. Mourir avec eux serait le choix de la mort en groupe. Il y manquerait la discrétion, le respect de l'intimité et peut-être même la dignité de la personne humaine. Je décidai irrémédiablement de retourner chez moi dans le noir, malgré l'absence de toute source de lumière. Je repris mon chemin de retour dans l'obscurité totale. Je ne pouvais même pas porter ma main à la bouche à plus forte raison, marcher sans me tromper de trajectoire. J'étais donc arrivé chez moi avec beaucoup de difficultés, mais j'étais arrivé. Je savais en arrivant que mon seul compagnon serait la solitude. On dit que la nuit porte conseil, c'est peut-être vrai, mais chez moi, elle me fait plus de peine qu'autre chose. Je ne voulais plus de ces nuits qui devenaient de plus en plus longues et de plus en plus pénibles. Depuis le départ de ma femme, je me suis toujours couchée dans le noir et dans la solitude, mais cette nuit-ci ne serait pas comme les autres. Le destin de notre peuple était en train de se jouer. Elle serait la nuit de tous les dangers. Elle serait déterminante dans cette agression.